Bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lautin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie d'Hélène Milsan, créatrice de l'École du Nouveau Monde, enseignante et auteure de plusieurs livres. Bonjour Hélène. Bonjour Benjamin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à créer cette École du Nouveau Monde et qu'est-ce que c'est l'École du Nouveau Monde? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors déjà, merci de l'accueil. Je sais que ça faisait longtemps qu'on voulait enregistrer un podcast. Et enfin, on prend le temps. Alors moi, mon parcours, c'est d'être née dans une famille déjà d'enseignants. D'enseignants du public, déjà de l'éducation nationale. Donc je décris parfois un peu comme si Obélix qui était tombé dans la marmite. Comme si j'avais pas pu faire autrement et que j'avais les codes, j'avais les mots, et je suis toujours allée dans l'école de ma mère. Donc l'école, c'est un lieu où moi je me sens bien. Contrairement à plein de gens où ils n'ont pas forcément de bons souvenirs, moi c'est tout un univers dans lequel j'ai grandi, avec les vacances scolaires de chacun, avec les critiques des profs, des élèves, tout ça. Et j'avoue que je kiffe, moi, les sonneries d'école. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui sont stressés par ça. Moi, j'adore rentrer dans ce monde, ce brouhaha, c'est mon univers. Du coup, j'ai grandi dans cet environnement-là, avec notamment ma mère qui était enseignante en maternelle. Du coup, je pense que c'est quand même important de préciser que la créativité en maternelle, elle est très importante. Elle est même priorisée. Et donc, c'est vrai que très vite, c'est quelque chose que j'ai adoré, inventer des outils, écrire des histoires, faire des coloriages, etc. Et je me souviens avoir posé la question à ma mère, mais maman, il faut réinventer l'école. Ça va pas le faire, je sais, Hélène. Je me pose toujours la question avec des collègues, on se dit, mais il faudrait réinventer l'école. Donc je sais que c'est une question que plein d'enseignants ont déjà eue. Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'école. Il y a quelque chose de merveilleux dans l'école, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc j'ai grandi avec ces idées-là et je me suis dit, j'ai envie de faire ma part, moi, comment je vais faire ? J'ai passé le concours de professeur des écoles par loyauté familiale que j'ai pas eu. Et ça m'a donné l'élan après d'être à mon compte et de créer justement, on est beaucoup à dire ça va pas et à rien faire d'autre. Et moi je me suis dit, je vais faire à mon niveau. Je vais pas, ça va être petit, mon niveau, je vais commencer petit, mais je vais faire de mon mieux. Et du coup, j'ai créé cette école du Nouveau Monde qui est en ligne essentiellement, mais à terme que j'espère pouvoir animer en présentiel selon les lieux où je vais. Et du coup, j'essaie de prendre en compte, quand j'ai révisé le concours de professeur des écoles, on fait réviser en 5 grands socles de connaissances. Et je me suis dit, en fait, les 5 socles, les 5 points hyper importants qu'on devrait voir, nous, c'est la dimension du cœur, du corps, de l'âme et de l'esprit, rassemblée en une dernière, qui est la 5e dimension. Donc j'ai pris un peu à contre-pied tout ce qu'on m'avait forcé à apprendre dans le programme scolaire. Je me suis dit, je ne vais pas apprendre les maths comme on les apprend, je ne vais pas apprendre le français, je ne vais pas apprendre tout ça et je vais en faire autre chose. Dedans, bien sûr, il y a des choses qui se recoupent. On peut faire du français, on peut faire des maths, mais sous un autre aspect. Et donc cette école, elle a commencé à grandir au fur et à mesure avec des gens qui, je pense aussi, se posaient la question de l'école, avec des enfants aussi qui étaient pas forcément épanouis dans l'école, des anciens enseignants aussi. Et du coup, c'est des ateliers en ligne pour les enfants essentiellement, mais aussi beaucoup d'outils. Parce qu'en fait, j'ai commencé à créer ce qui, moi, me manquait. Donc des histoires, parce que j'ai fait un peu d'atelier philo et je me rends compte qu'on a besoin souvent d'outils pour s'appuyer dessus. J'ai créé des coloriages, des fiches pédagogiques pour justement être autonome par rapport à ce dont j'avais besoin pour transmettre. Du coup, voilà, je me décris moi comme une enseignante, même si l'éducation nationale ne serait pas d'accord avec ça. Mais je pense aussi qu'on est chacun des enseignants. On a quelque chose à transmettre et que trop souvent on se pose la question de la légitimité et en fait on se dit non, je suis pas trop légitime, je peux pas transmettre ça, j'ai pas un diplôme, j'ai pas. Si, on a tous chacun quelque chose à transmettre. Et moi je me suis dit je connais très bien l'école, je connais très bien la famille enseignante et donc j'ai quelque chose à transmettre aussi auprès de ce public-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'interviens dans les collèges et lycées sur des thèmes particuliers à la demande des écoles, mais c'est souvent la confiance en soi, les émotions, la créativité, les relations affectives et sexuelles. Et je forme les enseignants, pas que de l'éducation nationale, ça peut être dans le privé, via une association qui s'appelle Scolavie. Et donc et là, on parle des compétences psychosociales et du bien-être à l'école notamment. Donc ça me permet d'avoir différentes casquettes. Cette école en ligne dans laquelle je me fais plaisir et je dis tout. Et les interventions régulières dans les établissements scolaires où je rencontre vraiment les enseignants qui sont dans les écoles, qui font un boulot que je ne pourrais pas faire du coup.
Parce que souvent, il y a un jeune qui me disait « Mais madame, pourquoi vous n'êtes pas enseignante ?» Et j'avais répondu « Je crois que je ne vous supporterai pas toute l'année. » Ils font « Ah oui, je comprends. » Et donc, je crois que c'est aussi cette idée d'accepter qui on est et ce qu'on est capable de faire. Je pense que je fais bien ce que je fais parce que j'interviens ponctuellement, je vois des jeunes ponctuellement, je vois des enseignants ponctuellement, mais aussi parce que j'ai tout ce champ libre pour créer et réinventer comme je veux. Justement, quel est ton regard sur l'école? Tu parlais de tous les points, toi, que tu voyais où tu disais que justement qu'il y a des choses qui vont pas à l'école. Pour toi, c'est quoi qui va pas en ce moment à l'école? On sait que les conditions sont de plus en plus difficiles, mais avec ton regard, toi qui échanges avec les enseignants, vois les ados et tout ça, qu'est-ce qui se passe dans ces milieux-là et comment est-ce qu'on peut aller vers un mieux, tu penses? C'est quelque chose qu'on peut ressentir et c'est de plus en plus palpable et c'est ça qui est inquiétant. Je parle d'une maltraitance, moi, mais qui est autant vers les enfants que les enseignants. Je constate énormément de burn-out d'enseignants et on ne parle pas des élèves qui ont des phobies scolaires. J'interviens depuis une quinzaine d'années, j'ai commencé vraiment très tôt. Et en fait, depuis le Covid, donc depuis les années 2020, quand je suis intervenue, j'ai senti on avait switché, il y avait quelque chose de différent. Les jeunes, ils pleuraient davantage quand je venais. Ils me parlaient de suicide, ils parlaient de la mort. Déjà, on a pris conscience de plein de choses à ce moment-là, mais il y a une angoisse qui a grandi. Et la posture et la disponibilité des adultes n'a pas grandi avec, puisque les adultes aussi allaient moins bien. Et donc, l'école, c'est juste un témoin de ce qui se passe dans notre société. Est-ce que la société va bien? Non. Et est-ce qu'elle va mieux qu'avant? Je ne suis pas sûre. L'école, c'est pareil. Ma mère disait déjà et manifestait déjà pour les choses pour lesquelles les enseignants manifestent aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on a un mal-être ambiant qui diffère et aussi quelque chose qui a énormément changé. Avant, il y avait une petite image qui circulait. Les parents demandaient « Est-ce que tu as été gentil avec la maîtresse ?» Et maintenant, c'est est-ce que la maîtresse a été gentille avec toi? Donc c'est aussi la posture qui a changé, c'est-à-dire qu'avant, on honorait l'école, on honorait les enseignants et on disait ok, vous prenez soin de nos enfants et on vous fait confiance. Une confiance qui n'existe plus ou moins aujourd'hui. Et du coup, la méfiance engendre aussi, j'imagine, un mal-être, mais aussi en fait, chacun, vas-y, c'est ton boulot, c'est pas mon problème. Et je sais que ma mère a fini sa carrière, déjà on lui demandait d'apprendre à se laver les dents et on apprenait à ma mère à se laver les dents, mais on demandait à ma mère d'apprendre à laver les dents aux enfants, à s'essuyer ou des choses vraiment qui relèvent en fait de l'éducation des parents. Et aujourd'hui, il y a certains parents qui arrivent en disant je sais plus comment faire avec mon gamin, je vous le laisse. Et là où moi, on pourrait vraiment parler de l'école et de la maltraitance au niveau institutionnel, mais en fait ça, on a finalement moins de contrôle là-dessus, même si c'est très grave. En fait, ce que je constate, c'est des choses que chacun on pourrait faire différemment et qui pourraient remettre de l'humanité dans nos écoles. Si les parents, les enseignants se parlaient davantage. Alors, encore une fois, il y a plein d'enseignants qui vont dire « oui, mais il y a des parents qui n'écoutent pas ». Et il y a plein de parents qui vont dire « il y a des enseignants qui n'en font qu'à leur tête ». On a une problématique de rencontre et d'échange. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est aussi dans des générations qui ont besoin de cadres, qui ont besoin de personnes ressources. Et comme les adultes vont moins bien, il y a aussi un mal-être qui grandit pour les plus petits. Et juste pour donner un exemple, il y a énormément d'enseignants qui me disent depuis quelques années déjà, les consignes collectives ne fonctionnent plus. On ne peut plus dire aux enfants, rangez-vous 2 par 2, asseyez-vous en cercle, il faut que je les regarde un par un pour que ça fonctionne. C'est dû aux écrans, c'est dû au bruit ambiant qu'on a, c'est dû à la non-intention qui n'est pas cultivée au quotidien, ou encore aujourd'hui, les maternelles ne savent plus faire des cocottes en papier, ils ne savent plus faire le geste avec les doigts. Et donc ça demande une adaptabilité des enseignants qu'ont parfois pas les parents. Et à l'inverse, les parents ont peut-être eu tendance à écouter davantage leurs enfants et leurs besoins, mais du coup, ils arrivent à l'école sans cadre, en tout cas avec moins de cadres. Encore une fois, ce que je dis, c'est pas à généraliser puisque chacun est différent. Mais ça a fait que de moins en moins on se rencontre moins. C'est comme si on parlait 10 000 langues en même temps et on n'est plus d'accord sur les mêmes choses. L'école, c'est fait pour quoi finalement ? Est-ce que c'est fait pour rendre heureux les enfants? Est-ce que c'est fait pour remplir leur cerveau? Est-ce que c'est fait pour leur apprendre à se laver les dents? Est-ce que c'est fait pour les éduquer? Alors ça veut dire quoi éduquer? Donc je crois qu'on n'est plus d'accord sur la même chose. Et du coup, les enseignants me disent on n'en peut plus. En fait, on nous charge trop le sac à dos, ça va pas. Et les parents me disent en fait, il n'est pas heureux. Il n'a pas envie d'y aller. Et c'est marrant parce que quand je voyage, c'est pas du tout la même appréhension de l'école. Les enfants sont contents, les enfants sourient, les enfants... Et même matériellement, les écoles vont mieux. Il y a du chauffage, les cours de récré, il y a des arbres. Nous, on vit en France quand même. Et quand je voyage et que je reviens en France, je me dis, c'est pas possible qu'on ait des écoles comme ça.
Je crois que c'est assez symptomatique quand même. Quand moi je vais dans des écoles, il y a des trous dans les murs, il n'y a pas du tout d'outils, il n'y a pas de matériel. Vous imaginez, c'est ça qu'on dit aux élèves, quoi, aux enfants. Vous êtes vous méritez pas de beaux endroits. Enfin, je trouve que c'est quand même important de voir. On parle de l'importance de la beauté, de l'importance de travailler dans des beaux endroits. Dans les entreprises, on fait énormément d'efforts, mais les écoles, qu'est-ce qu'on offre comme environnement? Aujourd'hui, on offre des tablettes. On ne plante pas des arbres. Je crois que ça va t'intéresser. Ces projets, si on pouvait replanter des arbres dans les écoles, ce serait intéressant. T'es d'accord? Bah forcément. Et tu parlais justement à l'instant d'éducation. Pour toi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot éducation et comment est-ce qu'on éduquerait bien, entre guillemets, un enfant? C'est quoi, à ton avis, c'est quoi le cadre idéal et c'est quoi les enseignements essentiels à partager à un enfant pour son apprentissage et son élévation? Éduquer, pour moi, c'est faire germer. C'est nourrir consciemment, mais aussi sainement. Et du coup, je pense qu'on ne peut pas répondre ça pour tous les enfants. Par contre, il y a un terreau qui est pour faire... si toi, tu le sais, si je veux faire grandir une graine, je ne peux pas la planter dans un truc tout plein de poussière, il faut que je l'arrose, il faut que je lui porte de l'attention. C'est marrant parce que quand j'interviens devant des enseignants, il y a des choses qu'on doit dire qui ne font pas sens. Par exemple, on dit que... on parle beaucoup d'empathie. Et on dit que aujourd'hui, c'est difficile pour les enseignants par exemple, d'assister devant des jeunes qui sont pleins de violence, qui critiquent, qui insultent. Et en fait, on parle beaucoup d'harcèlement. Ce qu'on oublie de dire, c'est que l'indifférence, c'est le pire. Et qu'on a dû faire des études pour prouver que des enfants qu'on ne regardait pas, qu'on ne portait pas, à qui on ne parlait pas du tout, mouraient. Donc l'humain a dû faire des études scientifiques, faire mourir des enfants, pour se rendre compte qu'en fait, si tu n'apportais aucune attention à un être vivant, il mourrait. Je veux dire, en fait, on a une plante au quotidien, on le sait. Si je laisse ma plante et que je l'arrose jamais, si je lui parle jamais, si je fais rien, elle meurt. Il n'y a pas un truc qui... Un bébé, encore plus. Enfin, il a besoin d'un être humain. Et aujourd'hui, on en est un peu là, c'est-à-dire, on sait plein de choses, mais en fait, on a oublié l'essentiel. Pour éduquer, il faut un terrain. Et alors, tout le monde n'a pas le même terrain. Et quand j'entends terrain, c'est l'amour. C'est le principal. C'est pas grave si t'as pas un papa et une maman qui vivent ensemble, c'est si tu as de l'amour autour qui te soutient. C'est comment je le nourris. Le nourrir, c'est pas de la bonne nourriture finalement bio, mais ça peut être de la bonne musique, ça peut être des rires, ça peut être des jeux, ça peut être un entourage soutenant. Et on parle aussi de confiance. Est-ce que j'apporte, est-ce que j'entends des mots qui m'élèvent, ou est-ce qu'on me critique en permanence? Est-ce que j'ai des liens sur lesquels je peux compter? Et finalement, il y a aussi tout cet aspect émotionnel. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre à être autonome par rapport à ses émotions, par rapport aux épreuves qu'il va rencontrer. Moi, c'est ce dont je parle aux enseignants. Je compare la vie à un cœur qui bat. C'est des hauts et des bas. On peut pas mentir aux enfants. On peut pas leur dire ça va être facile. Ça va être une ligne droite. Tu vas toujours faire beau. Tu vas jamais crever sur ton vélo. Tu vas toujours rencontrer les bonnes personnes au bon moment. On peut lui dire, on peut lui donner foi en la vie, mais il faut pas lui mentir. On traverse tous des hauts et des bas. Du coup, notre rôle de parent, c'est pas parent, je dis éducateur, je dis toutes les personnes qui vont être au contact des enfants, c'est pas de lui tenir là-bas toute sa vie. Je vais pas courir à côté du vélo. Je vais lui apprendre à remplir son sac à dos d'outils. Et c'est ça, être éduqué, c'est rendre autonome l'enfant. Aujourd'hui, on a des enfants qui savent moins bien mettre leurs chaussures. Ils savent plus le faire. Ils savent plus mettre leur manteau. Ils savent plus cuisiner quand ils sont au collège. On le savait ça avant. De se dire qu'on a arrêté de rendre libres les enfants. Et donc je trouve qu'il y a quand même une problématique là-dedans éduquer, ça passe par donner des clés, pour moi. Et donc apprendre à l'enfant à se débrouiller sans nous. Donc lâcher prise, à un moment donné. Et justement, comment on apprend un enfant à grandir en partie sans nous, tout en étant présent et en remplaçant pas les actions qu'il a à faire pour avancer. J'imagine qu'il y a plein de parents qui essaient ou qui peut-être sont trop présents ou pas assez. Comment on trouve ce juste équilibre quand on est parent ou quand on est enseignant pour...
Alors, je précise quand même que je suis pas maman, donc j'aurais beau donner tout plein de conseils. Je pense que ça reste hyper difficile. On a des enfants, ils sont tous différents, on les choisit pas, ils ont des caractères hyper différents. Par contre, se remettre en question, s'il y a des parents qui cherchent, qui se posent la question, déjà, c'est une bonne manière d'éduquer. S'interroger sur comment moi j'ai été éduquée, comment je veux faire différemment. L'introspection, on parle beaucoup du transgénérationnel aujourd'hui. En fait, c'est juste se dire, est-ce que j'ai envie de répéter les mêmes erreurs ? Et il y a vraiment une tendance aujourd'hui au burn-out parental parce qu'il faut toujours bien faire. Il faut en fait éduquer des enfants. Je crois que ça va d'abord passer par moi, comment j'ai envie d'être heureux. Si on a des parents heureux, si on a des adultes qui prennent soin d'eux, en fait les enfants ils vont s'en nourrir de tout ça. Donc parfois j'ai juste envie de dire, moi en fait en tout cas ce que je dis aux enseignants, c'est que avant de pouvoir transmettre des choses aux enfants, il faut que vous les appliquiez pour vous-même. Vous n'allez pas apprendre aux enfants à gérer leurs émotions si vous êtes des boules de nerfs. Donc prenez soin de vous. Et parfois, ça sera peut-être faire moins avec eux, mais faire mieux. Et donc, éduquer mieux, ou en tout cas être plus présent, c'est juste être plus présent à soi. Et ça va transpirer de nous. Et je précise aussi, moi j'aime bien le poème de Khalil Gibran, il dit « Nos enfants ne sont pas nos enfants, ce sont des fils et filles de la vie ». Et c'est, je crois... Je compare vraiment pour moi, faire des projets, c'est comme faire des bébés. C'est la même chose, c'est la même. Il y a quelque chose qui descend, qu'on va accoucher, mais après on les met au monde pour qu'en fait, ils puissent se débrouiller sans nous. C'est quand même une posture à avoir. À un moment donné, on doit lâcher la main, que ça soit un livre, un film ou un bébé, et on lui dit « Tu vas apprendre à marcher sans moi ». Et du coup, un bébé, ça tombe 2500 fois. Et le parent, il ne peut pas arriver tout le temps, et il va falloir qu'il le laisse tomber pour qu'il apprenne à marcher. Mais tous les bébés, je connais encore personne qui a dit « Oh, la flemme de me relever ». Tu tombes, et à un moment, tu te relèves. Et donc, je pense que c'est vraiment je donne ces clés pour qu'ils puissent se débrouiller sans moi. Mais je veux aussi prendre soin de moi pour pouvoir être la personne ressource si jamais il en a besoin. Et justement, par rapport à ces enfants, ces ados, ces jeunes, chez qui tu perçois une détresse lorsque tu vas dans les collèges et lycées, etc., et qui apparemment est de plus en plus présente, quelles seraient les clés justement pour accompagner du coup ceux qui grandissent avec un cadre qui n'est pas forcément le meilleur dans ce monde un peu instable et dans lequel finalement c'est peut-être pas le meilleur cadre pour grandir du point de vue d'un jeune? Le cadre scolaire ou le cadre global de notre société? Moi, mon remède, de toute façon, j'ai toujours dit que c'était la joie. On peut vivre les pires traumatismes, les pires blessures. Il y a toujours un moyen, un espace pour que la joie, elle puisse insuffler, donner envie. Et c'est pas incompatible avec, par contre, la souffrance. Mais il faut pouvoir la cultiver. Il faut des espaces d'échange. Souvent, quand j'interviens, ils font « Oh, mais madame, on en veut plus, des moments où on peut. » En fait, c'est sortir du cadre imposé dans lequel on n'est pas libre et dans lequel on n'est pas pris en compte. Je leur dis aussi, et je pense que ça c'est hyper important que les gens puissent prendre conscience de ça. Je leur dis souvent, j'ai déjà eu 14 ans, mais j'ai jamais eu 14 ans en 2024, donc je peux pas mesurer ce que vous êtes en train de vivre. Moi, j'ai des clés à vous transmettre, parce que vous n'avez pas vécu à mon époque, mais vous avez aussi des choses à m'apprendre. Et donc, du coup, c'est un échange qu'on est en train de faire. C'est pas, je vais t'apprendre comment c'est la vie et comment tu dois vivre à 14 ans, c'est impossible. Il y a des choses qu'on peut pas mesurer, d'avoir grandi avec les réseaux, d'avoir grandi avec un monde dans lequel les nouvelles, elles vont tellement vite qu'en fait, on passe d'un film d'amour à un film d'horreur en 1 seconde, en fait. C'est hyper compliqué pour des ados. Le rapport à la beauté, à la sexualité, aux adultes, aux enfants, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et donc ça, je pense qu'il faut pouvoir le prendre en compte, leur dire aussi, et ne pas passer à côté de nos responsabilités. Je vois trop d'adultes qui laissent tomber. En fait, c'est notre rôle que d'être auprès d'eux et de leur dire « ça se fait pas ». Il y a des enseignants qui passent leur temps à dire « il faut que tu puisses dire bonjour ». Donnons les codes à nos enfants pour qu'après ils puissent réinventer la société, mais donnons-leur la possibilité de se débrouiller avec les outils dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, je sens qu'ils ont besoin d'espace, ils ont besoin d'être entendus. Ils ont besoin de clés, mais ils ont besoin aussi de personnes qui leur montrent un peu le chemin. Mais le chemin, c'est pas tu dois faire un bac+5, tu dois créer ton entreprise et tu dois faire ça. Le chemin, c'est comment j'arrive à être heureux. Parce que quand je leur pose la question, c'est quoi votre rêve? Ils me disent, nous, madame, c'est. Et on a tous les mêmes rêves. Être heureux, avoir une famille, avoir des enfants, faire quelque chose que j'aime, transmettre le meilleur, pouvoir aider ceux qui en ont besoin. C'est ça. Donc comment je les aide à faire ça? Et donc je prends plus en compte l'humain et ce qu'il est,
un individu à part entière, plutôt que peut-être l'idée que je m'étais faite d'un enfant, ou alors de son avenir suprême. Bien sûr, on veut tous leur bonheur, mais est-ce que vraiment ça serait leur bonheur, ce que moi j'ai dans la tête? Donc je pense que c'est encore une fois, c'est pas grave la société dans laquelle on est, ils sont nés avec. C'est pas grave l'environnement dans lequel ils grandissent. Par contre, on est capable de semer plein de graines pour eux. Et donc, même la pire des prisons, elle peut être remplie de lumière si jamais les gardiens ils faisaient un peu attention, si les prisonniers ils étaient dans une bonne attitude, etc. Donc, je pense que c'est plutôt un état d'esprit. Et aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment un état d'esprit de défaite, de découragement, de c'est l'angoisse, c'est l'horreur, ça va mal. Et du coup, on ne se rend pas compte à quel point ça a un impact sur les jeunes hypersensibles. Il y a de l'angoisse, mais en fait, on passe notre temps à leur expliquer comment gérer leur stress. Moi, j'en avais pas entendu parler quand j'étais petite. Alors, ça m'aurait peut-être fait du bien quand j'ai passé mon permis. Mais ils ont des crises d'angoisse quand on leur propose un contrôle de maths, quoi. Ils ont des crises d'angoisse quand ils pensent à la mort de leurs parents, alors qu'on pourrait parler de la mort. Et je me dis, ça, c'est quand même palpable. Et la responsabilité, elle nous revient à nous, adultes. Et il y a trop d'adultes qui, en fait, vont peut-être mal et ne savent pas comment aborder ces choses-là. Mais je me dis, si toi, tu sais pas, par exemple, parler de sexualité à ton gamin, fais venir quelqu'un d'autre. Dis à quelqu'un d'autre d'en parler. Mais faut arrêter de ne pas parler des choses. La pornographie, par exemple, c'est quelque chose, les ados, ils le disent, ils ne peuvent pas s'en empêcher. On ne parle pas des problèmes que ça peut avoir sur eux. On ne parle pas de à quel point l'image de la femme peut complètement être modifiée. Et ils sont perdus. Et ils ont besoin de poser des questions sans que personne les juge. Donc c'est encore une fois hyper important qu'on puisse se dire on ne vit pas dans le même monde qu'eux. Enfin, on n'a pas grandi dans le même monde. Donc déjà que l'adulte à côté ne les juge pas, les écoute. Parce que, en fait, trop souvent, moi, je les ai entendus dire « Ouais, j'en ai parlé à quelqu'un, mais il m'a dit que c'était mal, bien. » C'est pas une question de mal ou bien. C'est une question comment toi, t'as envie de te sentir, comment t'es heureux. Tiens, je vais t'aider à aller vers ça. Je pense qu'il faut arrêter qu'on juge. On fait tous du mieux qu'on peut, quoi. Et ces angoisses dont tu parles, que tu observes, à ton avis, elles prennent leur source où? De ces angoisses qui augmentent partout dans la société, Pour moi, les enfants, c'est le pouls de la société. Et donc, en fait, c'est tellement des éponges qui nous disent ça va pas. C'est dans le rouge depuis des années. Donc, en fait, régulièrement, je me dis, quand je rentre dans les écoles, ça tient encore. Je sais pas comment ça tient. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dans le rouge et que ça hurle, la cocotte minute, elle siffle depuis des années, mais en fait, qu'on n'a rien changé. Et donc là, l'angoisse, elle est vraiment venue. Je crois qu'il y a vraiment eu quelque chose avec le confinement. Les pédopsychiatres l'ont vu. Il y a vraiment eu on a enfermé des jeunes. On les a isolés les uns des autres à un moment donné où tu as besoin énormément de te socialiser. Tu as besoin d'espace pour pouvoir te construire. Moi, j'ai vécu longtemps à Paris. Ces jeunes-là, ça a fini par des coups de poignard à la fin. Ils n'en pouvaient plus. La colère, la violence, c'était terrible en fait. Et on s'étonne, ah oui, la violence dans les cités. En fait, vous les enfermez, vous ne les prenez pas en compte. C'est l'indifférence, comme je disais au début, elle tue. Et aujourd'hui, on a tellement été indifférent à la jeunesse que elle explose. Par contre, s'il y a autant d'angoisse, je pense, c'est qu'il n'y a plus de repères. Je peux être, par exemple, quand on est en jeu vidéo, alors je ne joue pas aux jeux vidéo, mais on peut avoir dans un monde où il y a plein d'épreuves. Je rencontre le lion, il y a une tempête, je suis outillée. Par contre, je peux être dans un endroit, dans ce même monde, avec rien pour faire face. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Ils ne savent pas vers qui ils peuvent aller, vers quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Un jour, un proviseur, il m'avait dit, peu importe de quoi vous parlez, ils sont juste découragés, il faut juste leur réapprendre à rêver. Et en fait, ils ont besoin que de ça. Parce qu'en fait, ils me disent, à quoi bon? Un jour, il y a un jeune, il m'a dit, Madame, c'est bien beau vos rêves, mais à quoi bon puisqu'on va tous mourir? Donc on parle d'un moment où, si nos jeunes nous disent, on veut se suicider, ça ne sert à rien la vie. Il y a bien qu'à notre société, il y a un truc qu'on a perdu et on désacralise la vie. On ne prend plus rien en compte. On fait même maintenant des bébés dans des utérus artificiels. Donc il y a quelque chose que ça dit de nous en tant qu'humanité, à quel point on a laissé de côté quelque chose d'essentiel qui était la vie, le sacré, l'humanité, l'essentiel, quoi. Et c'est le pouls de notre société. Du coup, aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et je crois que grâce à eux et à leur mal-être, on est obligé d'avancer. Parce qu'un enfant qui hurle, qui fait des colères, on ne peut pas l'ignorer. Ou alors, si on l'ignore, c'est vraiment qu'on est devenu sourd. Et là, on peut ignorer beaucoup de choses, mais il y a un moment donné où on ne peut pas rester sourd. Et toi, quel est ton regard sur justement... est-ce que tu arrives à garder espoir? Parce que j'imagine que quand on voit les conditions des écoles, l'état de santé, l'état
de bien-être des enfants, des enseignants qui chutent et qu'on voit un peu un monde qui s'effrite, qui s'effondre un peu. Comment est-ce que tu as un peu foi en l'avenir? Comment est-ce que tu gardes espoir peut-être par rapport à ce que tu fais et par rapport au destin et à l'avenir des écoles et des enseignants Alors moi, je suis une grande optimiste, donc j'ai aucun doute qu'on va y arriver. Et en fait, je sais aussi qu'à chaque fois que je rencontre soit des jeunes, soit des enseignants, il se passe un truc. C'est-à-dire que la société, on la réinvente à deux. Là, on est en train de la réinventer. Quand je suis dans un groupe de 50 élèves, on la réinvente. Et avec des enseignants, qu'on soit 10 ou 250, on la réinvente aussi. À partir du moment où on est conscient que chacun, on a quelque chose à faire, si je me décourage, je reste sur mon canapé en regardant les enfants en disant « Oh là là, c'est terrible le monde dans lequel on vit. Mince ». Je peux rien faire. Je raconte souvent mon histoire du colibri aux jeunes et en fait à chaque fois c'est la même chose, c'est la forêt brûle, ok, on peut se désespérer, on peut dire que tout va mal, que c'est pollué, qu'il y a des guerres, que les gens font de moins en moins attention à l'autre, mais on peut aussi aller chercher notre goutte d'eau et dire qu'est-ce qu'on va semer à notre niveau. Et en fait je sais pas si les gens, je pense qu'ils suivent ton podcast le voient, mais il y a tellement d'initiatives incroyable. Et souvent, je dis ça aux jeunes, je dis, on ne vous le montre pas aux infos, mais il y a des jeunes de votre âge qui reconstruisent des écoles au Liban, qui dépolluent des îles entières en Indonésie, qui luttent contre le pétrole et font œuvre pour la protection et la santé des enfants aux États-Unis. Ils ont 12 ans, 16 ans. Et eux, on leur a fait croire qu'ils avaient aucun pouvoir. Donc, c'est même plus facile de réapprendre à rêver aux ados, même si au début, ils vont moins bien, qu'aux adultes. Aux adultes, c'est leur dire, t'es obligé de rien. T'es prof, t'en as plus envie, mais pars, fais une pause. Moi, j'ai ma tante, elle est partie à Tahiti, ils ont demandé une mutation, elle a travaillé avec des sourds. Il y a possibilité quand même à un moment donné de pas être obligé, c'est pas un sacerdoce quoi. Si tu prends plus de joie, de plaisir, ce que je disais, laisse tomber. Donc j'ai une immense foi parce que je sais justement qu'on a une génération qui va pas pouvoir se mentir. Ça va pas, ils veulent se suicider, ils font des crises d'angoisse, ils vont mal. Du coup, ils le disent. Alors qu'ils ont été élevés par des adultes, on a trop longtemps souffert et rien dit. Et du coup, on en est là aujourd'hui. Par contre, là, il est urgent que chacun se responsabilise et arrête d'accuser. Alors peut-être que j'ai aucune foi en la politique. Et je pense que mettre un bulletin de vote dans une urne, c'est donner son pouvoir à quelqu'un et du coup se déresponsabiliser. Alors tu peux aller voter, mais juste n'oubliez pas que tu as ton pouvoir personnel. Si tu fais rien à ton échelle, tu es autant coupable que celui que tu es en train de critiquer en fait. Et quand je vois que des ados ont des projets de fous et les mettent en œuvre et qu'il y a des adultes qui disent juste « Oh ben non, mais j'ai pas ce diplôme », en fait, il faut arrêter. Mais du coup, il faut travailler sur soi, il faut travailler son regard. Et il y a des études qui ont prouvé qu'on avait tous un biais de négativité. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à voir ce qui ne va pas. Tous, l'humanité, les humains en règle générale. Du coup, ça va être comment moi, je vais rééduquer mon regard pour voir le positif. Si je sais que je vais avoir tendance, par exemple, quand je pose la question aux adultes, je leur dis c'est quoi votre qualité, une qualité que vous devriez dire. Souvent, ils pensent à un défaut. Ah bah non, mais je peux pas dire ça, je suis vraiment pas. Et bah je rééduque mon regard. Et là, je vois ce qui va. Et une fois que j'ai compris qu'il y avait des choses qui allaient, mais encore plus, elles étaient hyper nombreuses, mais j'ai plus que de l'espoir. Je peux m'impatienter, mais j'ai que de l'espoir. Je sais qu'on va y arriver. Mais du coup, il va falloir qu'on réapprenne aux adultes à rééduquer leur regard et après aux enfants. Et les enfants, ça va plus vite. Ils sont plus souples. Et justement, les enfants, est-ce que tu fais dans ton école? Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu plus ce que tu partages comme outils et ce que tu proposes pour justement reconnecter un peu avec cette joie, cette créativité et cet élan? Ouais, donc du coup, c'est des ateliers en ligne essentiellement où on se retrouve. Donc il y a une dizaine d'enfants là que j'ai retrouvés depuis plusieurs années, mais on peut être une vingtaine avec... selon ce qu'on partage, selon les cycles d'ateliers. Donc il y a de la philo que je fais souvent. J'aime beaucoup cette idée que les enfants détiennent autant de réponses que les adultes et qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on ne se pose pas ensemble des questions. Et quand je faisais ma formation d'atelier philo avec l'association Sève, on se rendait compte qu'une enfant de 5 ans pouvait avoir dit quasiment mot pour mot une phrase que Kant avait dit, un grand philosophe. Et donc c'est aussi changer notre posture d'adulte, de sachant, en essayant de se mettre à la hauteur de l'enfant et de voir avec ses yeux qui sont en fait autant plein d'émerveillement mais aussi plein de sagesse. Donc moi j'aime bien leur donner la parole et vraiment c'est un échange. Souvent je leur dis j'apprends autant que ce que vous m'apprenez. Et donc il va y avoir ces ateliers philo où on va discuter des lois, on va discuter de l'importance de choisir en fonction de ce qu'on aime, du consentement, de la violence, de l'amitié, peu importe. Il va y avoir aussi tout un panel sur les émotions.
Et avec ma sœur, on a construit un cycle où elle danse, elle mime et moi je parle. Et donc elle va danser les émotions, on va travailler tout un thème. Et ce que j'aime bien, moi, c'est souvent avoir un fil un peu imaginaire et permettre aux enfants de regarder une vidéo. Puis après, on en parle ensemble. Et puis après, ils peuvent faire des ateliers chez eux s'ils veulent pour que ça se poursuive. Parce qu'encore une fois, je sème mes graines auprès d'eux. Mais souvent, les parents qui sont inscrits à cette école, forcément, ils sont intéressés par tout ça, ils le portent en eux. Donc c'est aussi leur donner les outils pour pouvoir en parler avec leurs enfants. Et ça m'est arrivé plein de fois où les parents ils ont dit oh là là, ils nous ont parlé de ça, c'est super ce que tu as fait, mais du coup on a appris des trucs et puis ça nous a permis, ça a ouvert une porte et ça nous a permis de continuer. Parce qu'encore une fois, un enseignant ne pourra jamais tout apprendre à un enfant. Il faut que ça puisse être une chaîne humaine, que ça soit le grand-père qui va poursuivre en filant une métaphore, que ça soit un parent, que ça soit le boulanger qui est raconté une blague à l'enfant. Donc moi je crée mes outils. Je permets aux enfants, à travers l'imaginaire, de comprendre des choses, mais vraiment très simplement. Les émotions, on les a dans tout notre corps. Il faut juste, c'est des potions magiques. Comment je fais pour d'essayer de pouvoir juste vivre avec. Et elles sont pas mal. Comment je fais pour travailler avec mes sens? C'est quoi les sens? Et donc j'écris des contes, on discute de tout ça avec les enfants. Et surtout, une chose qui me paraît essentielle, je les fais dessiner, créer. Et dans les derniers mots que là je leur ai demandé, je leur ai demandé à tous un mot pour décrire l'école. Beaucoup ont dit le jeu, la créativité, l'art, les dessins. On a passé notre temps à faire ça. Et aujourd'hui dans les écoles, je dirais que s'il manque un truc, c'est vraiment, je disais, la joie, mais c'est le côté ludique et le côté créatif. On est des êtres créatifs par essence. On doit créer, on doit apprendre aux enfants à utiliser un pinceau, leur tête, leur imagination, leurs pieds, si c'est le foot et le sport, peu importe. Mais la créativité fait partie de l'éducation, fait partie de l'être humain. C'est ce qui lui donne un nouveau souffle. Et donc le jeu, pareil, on ne peut apprendre qu'en s'amusant. Et donc c'est ce que j'essaie de cultiver. Encore une fois, ça ne peut pas correspondre à tous les enfants parce que c'est en ligne. Et donc il y a des enfants qui ne sont pas du tout adaptés. Et je pense que c'est aussi une autre chose, de se dire que ce qu'on crée, les écoles qu'on va réinventer, elles ne correspondront pas à tous. Et aujourd'hui, peut-être que dans quelques années, on aura une école universelle qui correspond à tous les enfants de toute la planète. J'y crois pas encore maintenant parce que je pense qu'on est encore trop en train d'évoluer et que c'est ok s'il y a plein d'écoles différentes. Il y en a qui prennent en compte, c'est des écoles en forêt, il y en a des écoles Montessori avec une pédagogie particulière, il y en a c'est des écoles publiques et toutes sont ok. Par contre, je digresse un peu, mais j'ai vu des écoles alternatives, donc j'ai travaillé dans pas mal d'écoles où je me suis dit, là c'est dangereux. Là il y a des trucs qui vont pas. Il n'y a pas de cours, il pourrait y avoir un mort, je serais pas étonnée. Et donc il y en a qui critiquent beaucoup l'école publique, qui veulent réinventer à leur manière des écoles alternatives, Montessori ou autres, et en fait qui oublient que déjà c'est un métier, c'est une posture, mais aussi qu'on ne réinvente pas une école n'importe comment si moi j'ai pas fait un travail sur le bien-être, la bienveillance, etc. Et donc maintenant on fait des formations à 10 000 € pour être diplômé Montessori. Moi je rigole souvent parce que ma mère elle faisait du Montessori sans avoir de formation. Donc il y a aussi toute une mode et j'appelle juste les adultes à être un peu responsables. C'est beau de critiquer l'école publique. J'ai vu des choses merveilleuses qui s'y font. Alors bien sûr il y a plein de problèmes, mais attention à ce qu'on crée en dehors. Et parfois, j'ai vu plus d'adultes en burn-out dans les écoles privées alternatives parce qu'on leur en demande beaucoup. Parce que c'est lié aussi à des financements, donc elles ne sont pas garanties, elles doivent toujours en faire plus. Et aussi parce que le climat, le contexte n'est pas toujours sain, je trouve. Encore une fois, on pourrait dire la même chose du public, mais n'ayons pas un discours biaisé noir ou blanc. L'école publique, c'est mal et l'alternative, c'est bien. En fait, ça dépend des personnes qui le portent. Et il y a des personnes bien dans les deux cas. L'importance de la nuance finalement dans tout ce que tu as vu. Ouais. Parce que finalement on peut vite avoir tirer des conclusions un peu hâtives et idéaliser un côté plutôt que l'autre. Et moi la première. Combien de fois je suis arrivée devant les ados ou devant les enfants en me disant tiens c'est sûr, je vais leur parler de ça, ils ont besoin d'entendre ça, ils nous remettent très vite à notre place. Et je pense que quand on parle de posture avec les enseignants, ce qui revient très vite, il y a l'enthousiasme, le respect, la bienveillance, mais il y a aussi l'adaptabilité, l'humilité. Si je suis quelqu'un qui pense tout savoir et si je suis convaincue que c'est ça que je dois leur faire faire, à un moment donné, ça va pas fonctionner. Je vais pas rencontrer les enfants. Alors il y en a qui arrivent à tenir jusqu'au bout, mais il y en a d'autres qui se disent en fait l'idée c'est qu'il y a un échange, c'est qu'on se rend compte, c'est qu'on crée quelque chose ensemble. Et donc parfois moi aussi j'ai été convaincue de quelque chose et c'est eux qui m'ont remis à ma place. Et c'est en ça qu'on apprend.
Et par rapport à la créativité et à la joie qui sont essentielles, pour les petits comme les grands enfants, comment est-ce qu'on s'y reconnecte? Bah, moi, je dis toujours, hein, c'est le jeu et je pense que là, j'ai envie d'accompagner les adultes justement à reconnecter à cet enfant intérieur. Comme je dis, j'ai aucun mérite, je suis tombée dans une marmite. Donc il y a des choses qu'on a. Et je pense que j'invite tout le monde, chacun, à se demander qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait, sans des heures sans se lasser, sans le travailler. J'ai toujours gardé cette vision d'enfant comme ma mère qui travaillait en maternelle. J'ai toujours adoré ça. Et du coup, la créativité, c'est quelque chose qui m'habite en permanence. Par contre, il y a des gens qui ont plus de mal, mais qui savent faire plein d'autres choses. Donc ces personnes-là, moi, je les inviterais simplement à être curieux par rapport à tout ce qui les entoure, à voir ce qu'ils peuvent faire et juste à aller plus mettre de ludique comme si c'était une potion qu'on va diluer au fur et à mesure dans sa vie. Des gouttes jaunes là de joie, je les mets dans mon petit verre le matin. Comment j'insuffle ça? Mais ça veut dire mettre nos lunettes d'enfant. Parfois je leur dis qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 5 ans là? Tu mangerais avec les doigts, t'irais courir n'importe comment, t'irais danser, t'irais écouter une chanson. Je les inviterais à être plus auprès des enfants. Les enfants, ils nous ramènent très vite à l'instant présent. On laisse tomber le livre qu'on voulait lire et on est en train de creuser dans un trou, mais en fait, c'est aussi rigolo. Mais ça veut dire aussi accepter que potentiellement, on est tous des artistes. Et ça peut faire peur, parce qu'on se dit, bah non, mais moi, je sais rien faire, moi, j'ai entendu, moi, je parle souvent des paroles de malédiction. On nous a dit que je savais pas dessiner. On m'a dit que je ferais jamais rien dans ma vie. Et c'est à chacun de se dire, bah, je vais briser cette malédiction. Je vais essayer, moi, de m'autoriser à aller vers la joie, la créativité. Et du coup, ça demande aussi, je pense, un travail d'introspection et d'exploration. C'est pas, comme dans tout dans la vie, on peut pas servir sur un plateau tout ce qui nous convient. C'est à la personne de se mettre en chemin. Et en général, on se met en chemin parce qu'on a soif et on a faim. On a soif et on a faim de sens, d'amour, de lien, d'authenticité, de créativité peut-être. Il y a des gens, ils vont jamais se poser la question de créativité. Et il y en a des autres, ils en peuvent plus de leur boulot et il n'y a pas de sens et ils ont besoin d'un peu de folie, par exemple. Donc j'ai pas de recette miracle, mais moi, par exemple, l'écriture, ça a toujours fait partie de ma vie. J'aime bien écrire. C'est pas que j'aime bien écrire, c'est que c'est une nécessité. Mon père écrivait, je l'ai vu écrire toute sa vie. J'écrivais au président de la République, j'écrivais des histoires, et ça a toujours été. Et écrire me permet, le livre que j'ai écrit, Les Liens du Temps, il m'a permis de construire mon école. En fait, c'est un moyen d'introspection pour moi où je couche tout sur le papier, ça prend sens et forme, et après, ça donne forme dans la réalité à mon monde à moi. Dans mon livre Les Liens du Temps, j'ai répondu à une question qu'on me demandait toujours. Hélène, ça serait quoi pour toi l'école de demain? Impossible de répondre pour moi en une phrase. Donc j'ai écrit un livre de 200 pages dans lequel, en fait, l'école de demain, je suis allée voir loin, je suis allée voir en 2100. Et là, je peux imaginer. Parce que si tu me dis demain, dans 5 ans, non, c'est pas encore assez. Il faut que je puisse aller loin pour imaginer l'école idéale. Et cette école, elle n'a pas de mur, cette école, elle est dehors, cette école, elle parle de ce qu'on vit au quotidien. Et je fais souvent le parallèle avec les scouts et ce que j'ai vécu. C'est pour moi du bon sens, mais apprendre à faire un feu, apprendre à dormir dehors, à regarder les étoiles, à vivre au rythme des saisons, quelque chose de beaucoup plus en lien avec la nature. Elle est là, l'école. L'école, c'est l'école de la vie. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'un cahier et d'un stylo. On peut, c'est important d'écrire, mais on n'est pas obligé. Et donc voilà, dans la créativité, moi, ça va passer par l'écriture. Il y en a d'autres, ça va passer par le chant, ça va passer par la peinture. À chacun de trouver son mode d'expression, mais je pense qu'on a tous quelque chose à dire, à faire, peu importe. Mais il faut trouver le moyen pour l'offrir. Sinon, il y a quelque chose d'un peu égoïste dans le fait de... C'est une générosité, en fait, de pouvoir offrir quelque chose au monde. Tu vas planter un arbre. Tu vas faire des croissants le matin. Tu vas réparer des voitures. Mais tu offres quelque chose au monde, tu vois. Si tu restes dans ta grotte, et encore une fois, il y a des gens qui prient, il y a des moines qui sont entre eux, mais ils prient pour le monde. Mais si tu restes et tu fais ton petit truc au quotidien, mais tu te dis pas ça j'ai un don et je vais en faire quelque chose. Parce que si tu as un don, le garde pas pour toi. Il y a des gens qui chantent trop bien, ils chantent dans leur douche. C'est trop con quand même. Non mais, alors je sais, il y en a qui vont se dire, ah bah... Oui, mais en fait, j'ai jamais pris de cours. Bah non, en fait, je chante pour le monde. Essaye d'abord à la fête de la musique, et puis chante à la chorale de tes enfants, et puis après, au fur et à mesure, chante quoi. Et parce que tu vas chanter, tu vas toucher des cœurs, tu vas faire couler des larmes, et tu vas ouvrir des mondes. Donc je crois qu'on a besoin de gens qui s'acceptent tels qu'ils sont, mais qui font... Enfin, qui sont en conscience des dons qui les habitent. Et souvent, je dis aux jeunes et je pense qu'on devrait dire la même chose aux adultes, je suis archéologue et je vous aide simplement à trouver les trésors que vous avez à l'intérieur. Notre vie, c'est un désert. On est tous en train de traverser le Sahara. Mais dans ce désert-là, il y a plein de trésors. Le but de notre vie, c'est de
trouver au fur et à mesure tous les trésors. Et on va finir par une caverne d'Ali Baba. Mais si le mec, il traverse le désert, il regarde droit devant lui et il s'arrête pas de temps en temps pour voir tous les trésors qu'il y a à ses pieds, et à finir sa vie, il va se dire, en fait, j'avais rien. J'ai rien trouvé, c'est trop dommage. Ça veut dire, prends le temps juste, peut-être de donner un coup de pied là où ça fait mal. Ah tiens, regarde, il y a un truc qui brille. Tiens, on m'a mis là pour parler devant des gens, je suis pas à l'aise, mais tiens, j'essaye quand même. Parce que créer et trouver ses dons, c'est jamais simple. En général, quand on a quelque chose à faire, ça vient nous chercher quand même. Donc ça demande du courage. Créer, accoucher de quelque chose, d'un projet, ça demande du courage. Elle le dira à une femme enceinte. Hein. C'est pas si facile. Hein. Et comment est-ce qu'on ose justement faire ce petit pas en plus et passer cet acte en fait d'oser? Je crois que c'est pas mental. C'est quelque chose, c'est une nécessité. Aujourd'hui, si les jeunes ils crient fort, c'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Si dans les cités ils sortent les poignards et les coups de poing, c'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Et qu'on leur a sûrement pas donné d'autres modes pour s'exprimer. Si on leur apprend à dessiner, peut-être qu'ils nous écriront, ils nous feront des tableaux, ils nous écriront des livres dans lesquels on pourra mieux comprendre ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, créer, accoucher, faire pour le monde, semer des graines, c'est une nécessité. C'est juste comment ça vient vous parler. Et si je ne fais pas, je ne me mets pas en action, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est anesthésié. C'est ok, mais il faut que je vois qu'est-ce qui est anesthésié. Normalement, la vie, elle nous parle en permanence. Typiquement, quelqu'un qui regarde les infos et qui ressent un sentiment d'injustice en voyant, je sais pas, une scène toute normale. Ben, en fait, il se dit là, ça vient me chercher. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je vais arrêter de critiquer ce pays, cette ville dans laquelle les choses ne tournent pas rond. Moi, j'ai quelque chose à faire. Si ça vient me chercher là, il faut que j'ose à ma manière. Et je pense que individuellement, c'est juste ça, être au fait de ce qui fait sens pour moi, ce qui vient me chercher. Moi, l'espoir, c'est une nécessité aussi pour moi que de le partager. Si je le garde toute seule, pour moi, le monde, la vision que j'ai, elle a beaucoup moins d'impact. Et je sais qu'en offrant ce que je vois, ce que j'imagine, ça prend beaucoup plus d'ampleur du coup. Et c'est ensemble qu'on construit tout ça. Donc, encore une fois, je sais que c'est pas facile, on n'a pas les mêmes élans chacun. Oser, ça vient quand même c'est censé venir de l'intérieur. Attention à la posture qu'on peut avoir par rapport aux jeunes. Mais vas-y, ose, va parler en public. Quand ça vient de l'extérieur, ça peut être hyper violent. Parce qu'en fait, c'est pas pour rien parfois qu'on n'ose pas. Par exemple, il y avait une enseignante qui nous disait, un de ses rêves, ça serait de parler en public. S'il y a une personne comme ça, vous lui dites, mais vas-y, ose là, t'as l'assemblée des parents, ils sont 25, vous la traumatisez. Parler en public, c'est déjà, là, elle disait, bah là, vous êtes 13, on vient de passer 2 jours ensemble. Là, ce que je viens de faire, de me lever et de vous le dire, c'est déjà beaucoup. Et donc, pour oser, il faut être aussi en sécurité, il faut être en confiance. Et il faut pas se faire faut se faire violence, mais sans se mettre en danger. Et nos peurs, elles sont là aussi pour nous protéger. Tu veux lâcher prise, saute peut-être pas tout de suite en parachute. Peut-être que tu as envie, mais te force pas si tu le sens pas non plus. J'aimerais revenir avec toi sur c'est quoi l'école idéale en 2100? Tu parlais de la nature, est-ce qu'il y a d'autres essentiels à tes yeux? Et du coup, moi je lis beaucoup de livres fantastiques et j'aime bien imaginer vraiment le monde différemment. Et Elicia, mon héroïne, elle emmène 5 enfants en voyage, elle les emmène sur des lieux qui font écho à l'enseignement qu'elle veut partager. Par exemple, quand elle parle des peurs et quand elle parle d'apprendre à se connaître et à voir la merveille que nous sommes, elle va les emmener dans un lac pour qu'ils puissent vraiment, qu'on parle de transparence, qu'ils puissent voir leurs reflets. En fait, ce qui m'habite, moi, c'est de voir comment l'extérieur nous parle à l'intérieur et comment l'intérieur parle à l'extérieur. Pour apprendre à gérer ce qu'il y a à l'intérieur, elle va les aider par exemple à ranger l'extérieur, à faire le propre, à nettoyer. Parce qu'en fait, si je nettoie mon environnement, si je nettoie ma chambre, si je lave mes vitres et si je fais attention à comment je range mes habits, ça permet à moi d'être plus en harmonie à l'intérieur. Donc, j'utilise des paysages qui sont finalement assez similaires. C'est juste que les couleurs des fleurs vont changer, vont être encore plus merveilleuses. De temps en temps, il y a des dragons qui vont délivrer une sagesse. Aussi pour nous dire, c'est important pour moi de bien comprendre que on ne cessera jamais d'apprendre et il n'y a pas un moment donné où on aura tout compris. Et que le dragon, dans mon histoire par exemple, il vient parler d'un temps ancien et qu'il est porteur de sagesse et que attention à parfois la parole des anciens qu'on laisse complètement de côté. Et pareil, celle des enfants, en fait, toutes nos visions sont importantes. Parfois, elles se confrontent un peu, mais c'est ça qui rend riche aussi. Et donc, c'est important pour moi de remettre du sens, remettre de la conscience, mais aussi, et il y a tout un aspect magique dans mon livre. Bon, surtout, après, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on parle des liens du temps, et donc je fais le parallèle entre
les années 2020 et les années 2100 et comment on en est arrivé là et comment les liens et ce qu'on fait aujourd'hui va contribuer à la société de 2100. Chaque graine qu'on sème a un impact. C'est tous les livres, l'effet papillon, etc. Et je parle aussi de la mort et d'à quel point il y a quelque chose de beau dans ce qu'on sème en étant vivant et dans cette mort qu'on offre aux vivants aussi. Et donc, voilà, je parle beaucoup de ça, je ne vais peut-être pas tout raconter, mais c'est l'idée. C'est vrai, hein, je ne décris pas que les années 2100. J'ai eu à cœur de montrer comment on arrive là, parce que c'est pas... En fait, je vois trop de gens qui disent, voilà, je rêve de ce monde. En fait, c'est important de voir comment on arrive à ce monde-là et on est en train de le construire maintenant. Et donc, je ne peux pas juste dire, ah bah demain, ça sera mieux. Non, ça commence maintenant. Et donc, là, dans le livre, je décris ce qui se passe en 2020, je décris des attentats, je décris des questions qu'on se pose, je décris des institutions qui s'écroulent, mais je décris aussi des gens qui se posent des questions, qui se rassemblent, qui luttent ensemble pour le meilleur. Enfin, il y a vraiment quelque chose du colibri qui agit et qui n'attend pas que juste demain soit là. Parce qu'il n'y a plus le temps d'attendre, en fait. Et justement, vu que toi tu n'attends pas et que tu as écrit plusieurs autres ouvrages, est-ce que tu pourrais nous parler aussi de ces autres ouvrages ? Ouais, alors j'ai participé à un ouvrage collaboratif qui s'appelle Devenir femme. Donc c'est Claire de Saint-Lager, une amie qui a chapeauté tout l'ouvrage et c'était hyper important pour nous. Elle a créé le parcours Graines de Femmes et Isha Formation qui aussi accompagnait les femmes. C'était vraiment dans le lien au corps, le lien à l'âme, le lien à l'esprit, le lien au cœur. C'est toujours en fait comment je me réapproprie ce que veut dire être femme, comment j'arrive à être épanouie dans mon corps mais aussi dans ma tête et puis comment je l'enseigne aux jeunes filles. Et donc dedans on a vraiment voulu partager. On est plein de femmes différentes, il y a une sexologue, il y en a une qui travaille dans la parentalité. On va vraiment apporter notre patte pour que chacune des jeunes filles puisse faire des petits rituels, répondre à des questions, mais se réapproprier aussi ce que veut dire le être femme et ce que ça veut dire devenir femme. C'est pas un kit, genre je te donne un kit et voilà comment on est femme. J'apprends à me poser des questions, à peut-être poser des questions à ma famille pour comprendre d'où je viens, quel est l'impact de ma naissance sur ma vie, qu'est-ce que les femmes de ma famille ont porté et que je suis, dont j'hérite aujourd'hui. Donc c'est vraiment un livre qui les fait cheminer et on dit que c'est entre 13 et 18 ans que ça peut intéresser, mais en général ça plaît aussi aux parents. Et j'invite les papas aussi à s'intéresser à tout ça parce qu'on a besoin des hommes qui saisissent de ces sujets-là, qui puissent en parler. Souvent dans les collèges et lycées, j'interviens et je leur demande c'est quoi votre souvenir des premières règles ? Alors on a souvent les jeunes filles qui nous parlent des parents qui leur donnent une baffe, parce qu'apparemment c'est une tradition. Et on a souvent aussi les papas qui perdent complètement consistance et puis qui s'enfuient. Et je juge aucun des actes des parents. Je pense juste que c'est des sujets qu'on peut se réapproprier. C'était trop beau avant les cérémonies qu'il y avait. On offrait un cadeau, les papas offraient une rose à leur fille. Il y avait un temps entre femmes pour en parler. Et tout ça, c'est notre savoir, c'est nos connaissances, c'est notre terreau à nous. Il faut en faire quelque chose. Et souvent, quand je leur pose la question, est-ce que vous êtes fière d'être femme ? Il y en a beaucoup qui disent que c'est un poids, que c'est une honte, même si elles sont quand même fières. Et je trouve que c'est dommage que, là je parle aux femmes, mais qu'on ne soit pas nous porteuses on a tout un bagage à leur transmettre. Je ne dis pas que c'est facile toujours, mais il y a quelque chose, qu'on soit homme ou femme, on porte quelque chose. Et c'est important que nos jeunes filles soient fières de l'être, soient épanouies dans le fait d'être femme, et puis qu'elles puissent prendre conscience du pouvoir et du cadeau que c'est. Et donc ce livre, il a contribué à ça, et je crois qu'il aide certains parents à s'appuyer dessus. Et sinon, j'ai écrit un autre ouvrage pour les enfants qui est extrait de mon tome 2 que je suis actuellement en train d'écrire et qui parle du grand livre de la vie et je leur ai décrit Dieu. C'est un livre que j'ai pas voulu écrire parce que je me suis pas un jour installée devant mon ordi en disant comment je pourrais décrire Dieu. C'est vraiment c'est découlé comme ça et je l'ai écrit et du coup avec l'intelligence artificielle on fait quand même des choses pas mal. J'ai fait des illustrations à côté, donc c'est vraiment un livre pour enfants assez court mais qui peut servir de support et dans lequel j'ai aussi je l'ai fait en format audio pour que ça puisse, en fait c'est des outils qui doivent servir. Dedans, en fait, un parent pourra dire attends, moi j'y vois un peu autre chose, tiens, on va discuter à partir de ça. J'ai pas la prétention, et dans tous les livres, je donne ma vision à moi, Hélène, mais que ça serve à d'autres pour la modifier, pour l'enrichir, pour faire autre chose. Quitte à dire je suis pas du tout d'accord, viens, on en parle aux enfants. Mais je crois que on s'est trop longtemps posé la question, est-ce que je suis légitime ? Est-ce que c'est bien ce que je dis ? Est-ce que j'ai la bonne manière d'écrire ? Non, en fait, tu as envie de dire quelque chose, dis-le. Mais en sachant que tu peux te tromper, mais en disant ok, bah tiens, je le fais de cette manière, c'est ma forme à moi.
Comme quand on accouche d'un bébé, il serait peut-être pas parfait. C'est ton bébé, tu vas pas dire maintenant je le rends, il est pas comme je voulais. Donc voilà, ce petit livre, je suis assez contente parce que il est tout en poésie et il a permis aux enfants à ce qu'on parle de pas mal de choses. Et je crois qu'on a besoin de parler de Dieu. Donc typiquement, c'est le genre de livre que j'emmènerais pas dans une école parce qu'ils sont assez laïques, même si on pourrait parler de Dieu. Mais on aurait besoin de reparler du sacré, de parler de l'esprit qui habite chaque corps. J'en parlais là dans une dernière vidéo que je faisais sur YouTube et je disais... en fait, on accouche d'un corps de chair et de sang, mais on accouche aussi d'un esprit. L'esprit donne vie à un corps. C'est une âme qui vient descendre, qui vient donner vie à un être humain. Et je crois qu'on a oublié cette partie-là. On sait maintenant, comme je disais, faire des bébés artificiellement, on sait créer des robots, mais on ne saura jamais insuffler la vie, l'esprit, l'âme, la source, le divin, peu importe, à un corps. Et c'est ça qu'on doit cultiver. Et c'est ça qu'on doit apprendre aux enfants, tout en sachant que je ne pourrais jamais apprendre le souffle divin à un enfant, c'est trop impalpable. Mais c'est juste prendre conscience qu'on est habité. Et on le voit quand on voit des artistes, quand on voit des enseignants parler de quelque chose qu'ils aiment, ils sont habités par quelque chose. Les gens, ils le disent, et non, il est habité, c'est pas possible. Ou Christian Bobin, dans un de ses livres, il disait, quand je me relis, c'est pas moi qui l'écris. Je me reconnais pas dedans. Et en fait, c'est des choses qui nous viennent. Et ça, c'est hyper important de prendre conscience qu'en fait, on n'est rien. Ça doit passer à travers nous, on l'offre au monde et puis après c'est fini quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ta vision du divin et de ce que tu mets derrière le mot Dieu? Parce que souvent il y a des définitions différentes, il y a des images différentes et des imaginaires différents. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi justement, de ta vision, de ton regard sur ce mot-là? Souvent les gens ils disent oui Dieu on l'a dépeint comme un homme barbu dans les nuages et dans mon livre c'est exactement ce que j'en ai fait, un écrivain. Alors bon, c'est pas... Pour moi j'aime bien l'idée... qu'il y a un architecte cosmique, un écrivain cosmique que je donne pas forcément de visage. Par contre, je pense qu'il est important de donner des images simples aux enfants. Mais à la fin de mon livre, on se rend compte que Dieu pourrait être aussi une femme enceinte qui donne vie au monde. Et je crois que chacun y mettra ce qu'il veut derrière. L'important, c'est de l'avoir rencontré. Pour l'avoir rencontré, il faut avoir fait de l'espace à l'intérieur. Et c'est tout ce qui est lié aussi, je pense, à la foi, à des moments où peut-être ça a basculé à l'intérieur de nous. On a été perdus, on était dans l'ombre, vraiment dans l'obscurité. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si chacun aura une idée de... À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un souffle de vie qui est venu nous rencontrer. Et tout ça, c'est impalpable. Et c'est pour ça que je crois qu'on a autant écrit sur l'amour et sur Dieu. Et peut-être que c'est juste la même chose. Comment écrire et décrire l'amour? C'est quoi pour nous? Alors moi, j'adore interroger les enfants dessus parce qu'ils ont des mots hyper simples et on a besoin de simplicité. Alors moi, j'ai pas fait de théologie, mais une amie qui a lu mon livre sur Dieu disait, mais en fait, t'as vraiment parlé de théologie. Et vous voyez, il y a des choses qui font sens pour chacun. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études. Alors, il y a plein de choses que je ne sais pas. Mais je pense que ça doit juste être... Dieu, c'est pas un concept. C'est quelque chose que je vis. Pour moi, je suis pas née du tout, je l'ai pas précisé, mais dans une famille, j'ai pas été baptisée, j'ai pas été au catéchisme. Ma grand-mère se disait catholique, mais c'était plutôt de la folie. Enfin, c'était de la blague, quoi. Ma sœur s'est fait baptiser, mais ça n'a pas été très présent. Au scout, j'allais à l'église, j'ai appris les codes, j'ai appris les Notre Père, j'ai appris le minimum, mais ça n'a pas fait sens pour moi. Ce qui a fait sens, c'est mon expérience. C'est des moments de foi. J'ai toujours eu la foi, j'ai toujours vu quelque chose qui nous rassemblait dans une unité qu'on a chacun, et ça dépasse la religion, en fait. Quand je sais que l'autre aime moi aussi, et quand j'ai ce genre de pensée à 8 ans, vous voyez bien que c'est pas parce qu'on m'a appris quelque chose. Et quand on interroge les enfants, ils peuvent vous dire des choses comme ça. Dieu, c'est ce qui nous rassemble, c'est l'amour qui habite le monde, c'est moi qui vais recevoir un mot alors que j'en avais vraiment besoin et je sens que ça change ma vision, c'est moi qui rencontre un enfant qui me sourit et tout d'un coup le temps s'arrête, c'est les coups de foudre du quotidien, et ça, les gens, ils doivent juste l'expérimenter. Par contre, j'ai regardé des vidéos de pasteurs qui étaient très belles la dernière fois, et je trouve qu'on a trop longtemps parlé de Dieu de façon hyper désincarnée. Et aujourd'hui, elle disait, c'est pas parce qu'on croit à Dieu que tout va bien. Et il y a certains qui disent, oui, mais Dieu, du coup, s'il existe, pourquoi le monde va si mal? Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a arrêté de l'écouter, peut-être qu'on a arrêté de se relier à lui. Si jamais on écoutait vraiment Dieu, est-ce que le monde serait pareil? Est-ce que c'est des gens qui savent écouter Dieu? Dieu, la source, le divin, la lumière, l'amour, encore une fois, peu importe ce qu'on met derrière. Si on était tous habités par le Saint-Esprit, par la lumière divine, est-ce que vraiment notre monde irait si mal?
Est-ce que si chacun faisait ce qu'il aime, est-ce que si chacun offrait le meilleur de soi-même, est-ce que notre monde irait comme ça ? C'est pas parce que Dieu n'aime pas notre monde qui va mal, c'est parce que les gens n'aiment plus Dieu, ils ne savent plus le rencontrer, ils n'arrivent même plus à le rencontrer dans les églises parce que les gens ont perdu la foi dans les églises. Et donc c'est à chacun de pouvoir se dire, qu'est-ce que moi je mets derrière le mot Dieu ? C'est pas parce qu'Hélène elle a dit ça que je suis d'accord avec elle. Est-ce que moi Dieu je le vois dans un papillon qui s'envole, dans le vent qui chante dans les arbres ? Est-ce que c'est un enfant qui rigole ? Et comment je vais en faire quelque chose après à mon échelle ? Comment je vais le transmettre ? Mais je crois qu'on a le droit de se dire, je suis pas rattachée à une religion, mais je suis croyant. J'ai la foi, je crois en Dieu et je mets ce que je veux derrière. Je pense qu'on a le droit de se réapproprier le sacré. Et dans toutes les célébrations païennes, il y avait rien que Dieu, ça peut être la nature. Rendons grâce à la nature, rendons grâce au soleil, à la lune. Il y en a qui... Rien que ça, c'est une présence, c'est une posture d'humilité en fait. Croire en Dieu, c'est accepter que, en fait, je suis pas grand-chose. Et je crois que l'humain, il a un peu de mal avec ça. De se dire que il y a plein de choses qui m'échappent et que je comprends pas, mais que c'est pour le meilleur et qu'il y a un plan divin et que je dois faire confiance. Et comment justement on pourrait se relier plus en conscience avec cette vie, cette vision de la divinité ? Pour toi, comment est-ce qu'on peut être un peu plus à son écoute et se laisser un peu traverser par cette vie ? Je pense que c'est difficile de trouver la fréquence de Dieu. Tu vois, sur la radio, clic, clic, clic. Ah tiens, j'ai la bonne fréquence. Enfin, c'est possible au bout d'un moment, mais au début, c'est vraiment une posture. Je ne peux pas consciemment... Enfin, c'est pas je vais aller chercher Dieu, c'est je vais laisser Dieu me contacter. Donc, tu vois, c'est pas je vais en avant, c'est je m'abandonne. Et donc, là, c'est la rétroversion du bassin, tu sais, qu'on nous fait faire. C'est je vais accepter de faire le vide à l'intérieur pour qu'il y ait suffisamment d'espace pour que la lumière me traverse. Souvent, j'explique qu'on est des ponts. On est simplement des ponts entre le ciel et la terre. Et donc en fait, ce qui vient du ciel doit passer vers moi pour que je puisse après l'incarner sur la terre. Si je reçois mais que je ne plante rien, en fait je suis en gestation permanente mais je n'offre rien au monde. Si j'ai envie de planter mais que ça vient pas d'en haut, c'est pas habité, c'est pas juste, ça sera pas suffisant. Ça pourra nourrir, mais ça ne sera pas suffisant pour le renouveau qu'on a envie de créer. Et du coup, c'est comment je travaille en permanence à être un pont entre le ciel et la terre. Mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne pourra jamais être un bon pont au quotidien, parce qu'on est humain, parce qu'on a parfois ça va bien, parfois ça va moins bien, parce qu'il nous arrive des choses difficiles et que le monde ne nous aide pas à aller bien. Par contre, c'est un travail au quotidien que d'essayer d'épurer au maximum, de faire de la place à l'intérieur. J'explique aux enfants, on peut travailler sur nos pensées, nos émotions, comment on fait pour faire de l'espace. Comment je fais pour me mettre le plus en réceptacle, pour que Dieu puisse trouver ma fréquence à moi, me contacter. Parce qu'en fait, il est toujours en train d'essayer de nous contacter. C'est nous qui sommes... Il y a un brouhaha permanent, en fait. Moi, typiquement, j'ai besoin de la nature pour pouvoir... La nature, il y a certaines musiques. Il y a aussi, encore une fois, quand je vis des moments avec des enfants, je faisais une vidéo, je parlais des coups de foudre. Il y a vraiment comme ça des regards, des moments, un rire... On ne sait pas pourquoi, mais il s'est passé quelque chose. Et il faut aussi se contenter de j'ai pas compris. Ça n'a pas duré longtemps. Mais là, Dieu, il nous a juste fait un coucou. C'est OK aussi. Par contre, je constate, et c'est marrant parce que je lisais un livre qui décrivait exactement moi, mon ressenti. Une fois qu'on se met en quête de Dieu, en tout cas qu'on a conscience qu'il y a quelque chose de plus grand qui passe à travers nous, on peut avoir une soif et une faim insatiables. C'est-à-dire qu'il va toujours nous manquer quelque chose. Mais c'est pas... Ça me manque, du coup, je vais aller manger du chocolat. Ça veut dire que je vais toujours être en quête d'endroits, d'une certaine posture, d'un équilibre intérieur, mais qui est difficile à avoir. Je suis pas... Les moments de grâce, en fait, c'est comme si je voulais les vivre au quotidien. Et c'est impossible. Une fois que j'ai goûté à un moment de grâce, c'est comme quelqu'un, j'imagine, qui prend de la drogue, de l'héroïne, il se dit, c'est ça que je veux vivre. Sauf que les moments de grâce, il n'y a pas besoin de drogue pour ça, mais qu'on en voudrait plus et plus et plus. Et donc, on a quand même une faim et une soif qui nous tiraille à l'intérieur, mais c'est peut-être ce qui nous fait aller de l'avant. Ça me tiraille, du coup, va falloir que je bouge parce que là, j'ai trop faim. Trop faim, ça veut dire que je vais aller prendre un bon livre qui va me nourrir vraiment. Trop soif, je vais aller dans un endroit qui m'habite, où Dieu est présent, je le sens. Je vais aller voir une personne qui va pouvoir m'en parler. Je vais avoir quelqu'un de passionné qui, je sens, lui, est habité par l'Esprit Saint, et ça va me parler aussi. Par contre, vraiment, encore une fois, que les gens travaillent leur rapport à l'Église, je pense qu'il est possible de prier Marie, Jésus, Bouddha, tous les prophètes et les soufis et les poètes et les mystiques, de trouver Dieu dans leurs paroles. C'est simplement chacun, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Il n'y a pas j'ai tort, j'ai raison.
c'est juste, est-ce que ça te parle ? Est-ce que cette personne, elle te délivre quelque chose qui fait écho chez toi ? Mais juste, je pense, accepter si ça ne vous parle pas. Et à l'inverse, oser. Oser aller voir qui c'est Jésus, si jamais... The Chosen, par exemple, c'est génial. Cette série, elle a permis de permettre à chacun de s'approprier la Bible, ce qui est raconté dans une histoire. On sait tous à la fin qu'il se fait crucifier. C'est pas la série de ouf. On sait pas, il va mourir ou pas. En fait, un peu des deux. Il meurt et il vit en même temps. Et du coup, c'est la série géniale parce qu'en fait, il se rapproche de nous. C'est plus juste le mec barbu. C'est non, en fait, c'était un humain. Il nous a dit aimez-vous les uns les autres et on a dit ok, on va le tuer. Donc ça parle aussi à notre humanité, je pense. Après, on a le droit de pas aimer The Chosen, encore une fois, mais je trouve qu'on vit aussi dans une époque où on peut se saisir davantage de tout ça grâce à Internet. Je peux écouter des mantras sur YouTube. Enfin voilà, chacun trouvera le divin où il veut, Dieu où il veut. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de prier. Il y a des mamans qui viennent d'accoucher, qui n'ont pas le temps, qui sont avec un bébé, qui doivent juste allaiter, ranger leur chambre, etc. Et en fait, le divin, il est là aussi. À travers leur bébé qui crie, c'est simplement trouver des espaces intérieurs, pas extérieurs, où j'arrive juste à ressentir. Et c'est juste le problème qu'on est bouché de partout et qu'on est encombré et qu'on n'arrive plus à rien ressentir. On est anesthésié. Donc le but, c'est peut-être de redevenir sensible à la vie qui nous entoure. Dans cette idée où la sagesse se trouve partout en fait autour de nous et on peut la trouver un peu partout. J'imagine combien de fois toi t'as dû regarder un papillon, je sais pas, tu bugs dessus et puis tout d'un coup tu dis ah ouais en fait, enfin, c'est des choses les plus simples, même un truc qu'on voit tout le temps et tu dis ah ouais je viens de comprendre un truc. En fait c'est hyper simple et c'est comme ça que les plus grandes lumières elles se font quoi. Quand on regarde les auteurs comment ils ont eu les idées, enfin vraiment c'est ils regardaient par la fenêtre et bam hein. Il n'y a pas besoin d'avoir... J.K. Rowling a été sur un train, une gare de train, quoi, pour inventer Harry Potter. Vous voyez, c'est pas... Juste, elle voyait des passagers, et puis de fil en aiguille, c'est venu. Donc, simple. Et justement, il y a cette notion aussi d'idée et de pensée. C'est rester ouvert un peu à ces idées, et puis quand on veut avancer pour avoir des projets. Toi, comment est-ce que ça marche, par exemple, pour tes projets ? Comment est-ce que tu donnes naissance à un projet ? Je dirais c'est bien aussi de pouvoir... par exemple, dans le livre que je veux écrire, j'ai commencé par le sommaire. Ce que j'avais pas fait avec l'autre livre, puisque j'avais pas su que je savais pas que j'écrivais un livre. Ça n'a pas fonctionné. Je savais où est-ce que je voulais aller. J'ai une idée, une super idée, mais ça marche pas. Parce qu'en fait, j'ai pas la bonne posture. Je pense qu'il faut aussi accepter quand on a une super idée. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça veut dire juste qu'il faut... On sait jamais la forme qu'elle va avoir. Je veux avoir un enfant. Tu sais pas si ça va être un garçon ou une fille. Tu sais pas s'il va avoir les yeux bleus ou les yeux bruns. Tu vois pas s'il va avoir des grands pieds, des petits pieds, 4 doigts de pied ou 5 doigts de pied. Aujourd'hui, maintenant, on peut choisir et ça pose vraiment une question. En fait, normalement, ce que je crée, je ne saurai jamais vraiment la forme que ça a. Et j'accepte de m'abandonner à ça. J'accepte de ne pas contrôler la fin, la finitude. Et en général, on sent que ça résiste quand on veut aller trop loin. Donc les idées, moi, j'ai pas le souci d'avoir des idées. J'ai plus le souci de pouvoir... J'essaye de la manifester. Ce qui va être le plus difficile pour moi, c'est de les accoucher et de les offrir au monde en ayant confiance que personne ne va les maltraiter. Dans ce processus d'accouchement, il y a des personnes qui vont avoir du mal à tomber enceinte. Donc je parle d'une femme, mais ça peut être aussi de gens qui portent des projets. Ils vont avoir du mal à avoir des idées. Donc la question pour eux, ça va être de se poser comment ils font le vide à l'intérieur. Est-ce qu'ils se mettent en prière ? Est-ce qu'ils appellent des personnes pour s'aider ? Est-ce qu'ils vont faire des coachings ? Est-ce qu'ils doivent pas d'abord faire un détour et apprendre à se connaître pour voir ce qui les anime ? Parce que les idées, c'est comme des âmes autour. Elles vont choisir qui est dispo. Si t'es pas dispo, tu vas pas avoir l'idée. Après, il y a la deuxième étape de la gestation. Alors moi, j'ai une gestation de baleine. Parfois, ça met vachement de temps, mais parfois, c'est hyper court. Une femme, pendant qu'elle est enceinte, elle va apprendre à se nourrir, elle va bien s'entourer, elle va essayer d'écouter de la musique peut-être, de faire un peu de sport. Et c'est pareil quand on est enceinte d'idées, on va se dire qu'est-ce que je fais pour le nourrir ? Est-ce que je vais voir des gens qui vont contribuer ? Est-ce que je vais lire un livre qui va faire écho ? Et puis être OK aussi si ça dure longtemps. Et puis quand je l'accouche, c'est aussi accepter du coup que ça m'appartienne plus du tout. Et donc le bébé, il y a des femmes qui restent avec leur bébé très longtemps, elles veulent pas le montrer, elles prennent soin, elles restent dans leur bulle et c'est ok. Et il y en a d'autres aussi. Moi par exemple, à un moment donné, je disais j'accouche, mais il faut quand même l'habiller ton bébé. Il faut que tu lui donnes une couverture, il faut que tu lui donnes un titre. Il faut aussi que tu acceptes maintenant qu'il est fait, tu peux plus rien modifier. Et donc ça, c'est ces étapes-là, chacun il doit apprendre où est-ce que c'est le plus facile et comment on apprend à œuvrer. Mais je crois, il y a trop d'artistes et de parents qui mettent des bébés au monde n'importe comment et qu'on doit réapprendre à faire des bébés consciemment, qui vont
permettre au monde d'aller mieux. Si on veut un renouveau, si on veut une humanité plus consciente, il faut qu'on apprenne à faire des bébés plus consciemment. Et donc nos bébés, c'est nos projets et c'est nos enfants. Je dis pas que les parents doivent exactement savoir quand... Enfin, un bébé, on est d'accord, ça vient et chaque enfant qui est né au monde a quelque chose à apporter. Par contre, je trouve ça trop dommage. Une fois qu'on a envie, on a une idée, qu'on a une âme, autant lui permettre d'être le mieux à tout son potentiel. Donc autant prier pour la nourrir, autant la nourrir sainement, autant... Et puis laisser le divin œuvrer à travers nous. Mais du coup, ça veut dire accepter. J'ai signé sur mon livre, mais aussi accepter que même s'il y a mon nom, derrière, il y a plein de choses qui m'ont été données, en fait. Et donc le parent de dire c'est mon enfant, oui, c'est ton enfant, mais il est bien plus que ça. C'est un fils de la vie, c'est une fille du ciel, tu vois, et elle appartient au divin, à la lumière, et merci, c'est grâce à toi qu'elle prend vie, qu'elle marche sur la terre des hommes, mais aujourd'hui, elle porte quelque chose qui te dépasse toi. Écoute Hélène, on arrive à la fin du podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message ? Ça serait rigoler. D'aller vers la joie, de laisser de la place à la joie. Je pense qu'on manque de joie, on manque de lien, on manque de sourire, on manque juste d'enthousiasme et de légèreté. Oui, le monde va mal. Oui, il y a plein de choses qu'on aimerait différentes. Oui, en fait, parfois on a l'impression qu'on ne prend pas de bonne direction. Mais ça commence avec nous. Ça commence par un sourire, ça commence par une main tendue, ça commence par de la légèreté qu'on va insuffler dans nos actes vraiment au quotidien. Donc voilà, je voudrais simplement inviter chacun à se poser la question, qu'est-ce qui moi me rend heureux ? Comment je pourrais le faire plus souvent ? Et comment je pourrais faire en sorte de le transmettre autour de moi ? S'il y a un truc qui te rend heureux, transmets-le. Si tu kiffes, je sais pas, chanter dans ta douche, vraiment, mais chante-nous une vraie chanson et puis partage aux autres, quoi. Voilà, la joie. Si on riait plus, le monde irait mieux. Encore un grand merci Hélène pour Merci à toi. ce moment partagé. J'invite ceux qui nous écoutent à aller découvrir ton travail, donc ton super livre que je vous recommande, Les liens du temps, et les autres aussi. Et ton école du Nouveau Monde, du coup, voilà, toutes les informations seront en lien dans la description du podcast. Et puis vous trouverez également dans la description un lien pour soutenir les plantations de forêts comestibles avec des enfants aussi, pour créer un avenir un peu différent. Encore un grand merci Hélène. Merci. Et à bientôt pour un prochain podcast.